Les entretiens de l'espace éthique, Île-de-France. Je m'appelle Audrey Paris, je suis psychologue en EHPAD depuis 8 ans maintenant, et donc actuellement à l'EHPAD de Villeneuve-de-Marsan dans les Landes, un établissement de 115 places et un SIAD sur lequel j'interviens autour de régulation d'équipe, un SIAD d'une 30aine de places. Donc dans cet établissement, il y a aussi une unité dite protégée de 9 places. Voilà, avec des aides-soignantes qui sont dédiées à cette unité, qui travaillent sur la base du volontariat avec une prise en charge assez spécifique, notamment des troubles du comportement voilà, liés à des pathologies neuroévolutives. Voilà, après, moi je travaille donc auprès des résidents, auprès des familles, donc en amont même de l'entrée dans l'institution, autour de ce qu'on appelle les visites de préadmission, donc aller rencontrer les gens en amont de leur entrée, qu'ils soient à domicile ou à l'hôpital, pour s'assurer que leur projet, ce soit bien l'établissement, en admettant qu'ils soient en capacité d'exprimer un consentement. Et puis ensuite, voilà, les rencontrer au décours de leur entrée dans l'établissement, voir comment ils s'adaptent à cette nouvelle vie, s'il y a des problématiques particulières, tant sur le plan cognitif que de l'humeur. Leur proposer des ateliers, donc je propose 2 ateliers par semaine autour de la stimulation mnésique. Bon, c'est un peu le prétexte pour se retrouver en petits groupes et voilà, partager un moment tous ensemble. Et ensuite, j'anime aussi des ateliers en binôme avec les animateurs, puisqu'il y a 2 animateurs à temps plein sur l'établissement. Donc un autour de ce qu'on a appelé l'art-thérapie, mais en toute humilité, où on travaille notamment autour de la peinture, de la photographie, et un atelier autour de la musique avec l'animateur, où là on est quand même sur un travail de réminiscence autour de ce qu'ils connaissaient, de ce qu'ils écoutaient, et puis voilà, chanter ensemble, passer, voilà, l'idée de fond c'est quand même passer un bon moment ensemble, leur permettre de s'exprimer, d'échanger, et d'aller chercher éventuellement des gens qui sortent peu parce que la famille n'est pas très présente, qui s'expriment peu, qui créent peu de liens avec les autres résidents. Et on se donne rendez-vous tous les 15 jours sur ces ateliers et ça devient un rituel où on sait que, voilà, on se rappelle que la dernière fois on avait écouté telle ou telle chanson et qu'on avait passé un bon moment. Et voilà, la notion de plaisir et de partage est toujours très présente. Après, je travaille beaucoup avec la cadre de santé, forcément sur différents projets, et notamment les projets, ce qu'on appelle les projets de vie. Donc nous, on a pris le parti d'appeler ça les projets d'accompagnement. Voilà, on est plus dans un accompagnement de ces résidents vers une fin de vie, parce que voilà, 99% des résidents qui sont en EHPAD sont là pour y mourir. Et donc voilà, tout le projet de vie, la discussion, l'échange avec le résident, quels sont ses souhaits, ses désirs, ses besoins. On a un référencement aide-soignant, donc une aide-soignante est référente de 4-5 résidents de son secteur de travail. Elle va être amenée à aller le voir pour nous amener des éléments sur ses habitudes de vie, son histoire de vie, ses besoins à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, en quoi on va l'aider et l'accompagner dans le quotidien. Et à partir de ça, on se retrouve en équipe, donc avec la cadre de santé, l'infirmière, l'aide-soignante référente, les animateurs, l'ergothérapeute sur ses jours de présence, éventuellement un ouvrier d'entretien selon les problématiques. Ça peut être la lingère, ça peut être un cuisinier. Et on va essayer de déterminer un peu nos objectifs d'accompagnement pour ce résident avant d'aller lui présenter, en discuter avec lui, avec sa famille, voir si on est sur la même longueur d'onde, s'il faut rajouter des choses, en enlever, et si voilà, le projet qu'on s'est donné correspond bien aux attentes et aux besoins du résident à l'instant T. Une chose importante qui nous tient à cœur sur l'établissement, c'est que les animateurs partent tous les ans en voyage, 5 jours avec des résidents. Donc il y a un voyage au mois de juin à Itsasou dans le Pays Basque, avec des résidents qui sont encore en capacité de faire plein de choses. C'est un voyage qui se veut plutôt dynamique, avec des visites, un peu de tourisme. Et puis un deuxième voyage en septembre, donc là ils y sont partis cette semaine à Tartas, où là on est vraiment dans du thérapeutique entre guillemets, c'est-à-dire qu'on amène des résidents beaucoup plus dépendants. Cette année, il y a 2 résidents en fauteuil roulant, il y a une résidente malvoyante, voilà, des gens qui ont besoin de beaucoup plus de soins. Ils partent avec une aide-soignante. Moi, j'y vais passer une journée pour les aider aussi.
Et là, l'idée, c'est de sortir du cadre de l'institution, de retrouver un petit peu un quotidien comme à la maison. Donc le premier jour, on va tous aller faire les courses, on va faire les repas, tous ensemble, mais se faire des petits plaisirs aussi, aller manger une crêpe un après-midi. Voilà, là, l'idée, c'est vraiment de se retrouver, mais on n'est plus résident de l'EHPAD. Là, voilà, on est comme à la maison entre nous et on découvre vraiment les personnes sous un autre jour parce que c'est vraiment un moment, une semaine de partage où il y a des choses qui se libèrent, il y a des échanges, voilà. Alors le voyage, ça fait plusieurs années, mais ça a évolué au fil du temps parce que déjà au départ, l'animatrice partait seule, donc elle partait avec 2-3 résidents. Il y a un autre animateur qui est arrivé à temps plein depuis, donc déjà ils partent à 2, notamment la semaine à Itsasou. Et puis là, comme notre projet c'est de pouvoir offrir ça à des résidents même quand ils sont dépendants, même s'ils ont des pansements tous les jours, même s'ils sont diabétiques et qu'il y a des soins particuliers, voilà, notre volonté c'est que ces personnes-là puissent aussi sortir de l'institution si ça fait partie de leur projet et qu'ils sont d'accord bien sûr. Et depuis 2 ans, du coup, cette deuxième semaine se fait avec une aide-soignante. Donc il y a un des 2 animateurs qui est aussi aide-soignant de formation et une aide-soignante en plus pour voilà, les soins quotidiens, pour l'accompagnement, ce qui permet de partir avec des gens qui nécessitent un petit peu plus de soins au quotidien. Alors déjà, il y a un retour qui se fait par les animateurs au travers d'un livret, donc avec des photos, où ils retracent la semaine jour par jour avec ce qui s'est fait, donc ils rédigent un petit peu, comme ça laisse une trace, donc y compris chez des résidents qui ont des troubles amnésiques, voilà, on a ce support-là qui permet de se remémorer la semaine. Après, l'un des principaux retours, c'est que déjà, aussitôt rentrés, ils veulent repartir. Hein. C'est vraiment un moment. On a des résidents. Voilà, il y a une résidente là qui est repartie. Elle était déjà partie en juin. Elle repart maintenant. Alors voilà, c'est pas innocent de notre part. Hein. C'est une dame qui au niveau de l'humeur, est en train un petit peu de sombrer parce que il y a un contexte de vie qui est difficile. C'est quelqu'un qui est déraciné. Bon, ça a été un rapprochement familial, mais finalement. Elle n'est plus du tout dans son pays d'origine, comme elle dit. Donc voilà, donc on a la volonté de permettre à ces gens de sortir du cadre. Et elle repartirait chaque année. Il y a des retours qui sont faits auprès des familles. On a des retours par les équipes soignantes quand elles réaccueillent ces personnes au retour. Où elles nous disent, voilà, elles se plaignaient tous les jours de douleurs, de ne pas être bien, d'être angoissée. Et là, voilà, on gagne quelques semaines, quelques mois où on a des souffrances qui sont quand même apaisées par ces 5 jours. Ça paraît rien, mais c'est voilà, pour eux, en termes de traces positives, c'est énorme parce qu'on leur redonne, déjà on leur redonne le choix dans plein de choses en l'espace d'une semaine. Et puis on leur redonne un petit peu d'envie, un petit peu d'autonomie aussi. Et c'est très valorisant pour leur estime d'eux-mêmes. Et on a amené, par exemple, il y a 3 ans, une centenaire. On a 3 centenaires sur l'établissement. On a amené une centenaire, donc elle avait 102 ans à l'époque. C'était une dame qui sortait plus de sa chambre, alors qu'elle pouvait encore marcher, qui se plaignait de douleurs quotidiennement, qui consommait beaucoup d'antalgiques. Elle est partie les 5 jours et au retour, elle est repartie manger en salle à manger le midi. On lui donne pratiquement plus d'antalgiques, en tout cas c'est pas du quotidien. Elle est repartie 1 fois 2 ans après, elle a 105 ans et elle est en pleine forme et elle repartirait volontiers. Donc ça c'est le genre de retour qu'on peut avoir. Après il y a des choses aussi sur l'observation qu'on a au quotidien, puisque là c'est 5-6 résidents pour 2-3 personnes. Donc on est beaucoup plus vigilant dans le quotidien. On va être vigilant à ce qu'ils peuvent verbaliser, mais on est vigilant aussi à ce qui se passe pour eux, à éventuellement leur perte d'autonomie, qui peut parfois, à côté de laquelle on peut passer des fois en établissement, ou en tout cas on ne va pas être aussi réactif. Et là, notamment, voilà, l'an dernier, un monsieur qui est parti avec les animateurs et on s'est aperçu que ce monsieur était en train de devenir incontinent et que ça le mettait très en souffrance et qu'on ne s'en était pas aperçu dans le flot de l'institution. Bon, il avait bien développé des choses pour nous le cacher aussi. Mais voilà, il y a des retours positifs directs sur l'humeur, sur le plaisir qu'ils ont pu prendre, mais on a aussi des retours en termes de soins et d'accompagnement que nous, on va adapter au sein de l'établissement a posteriori. C'est un peu la parenthèse où on va mettre un peu l'institution de côté et voilà, et aller respirer et sortir du cadre. Mais c'est vrai que ça fait complètement partie intégrante du projet qu'on se donne pour la personne et c'est dans la continuité. Voilà, donc c'est quelque chose qui se travaille
1 ou 2 semaines avant le départ, parce que en équipe, on se dit bon, qui pourrait partir, on propose aux résidents qu'on a choisis, on travaille ça avec eux. Si on sent qu'il y a des petites angoisses, des petits freins au départ, mais que c'est pas un non catégorique, on essaie de travailler ça avec l'ensemble de l'équipe, les aides-soignantes qui y sont au quotidien, les animateurs qui connaissent bien, on les met en relation avec des résidents qui sont déjà partis. On essaie de, voilà, là, au mois de juin, on a une dame qui, voilà, très angoissée, qui avait envie d'y aller, qui le disait, mais voilà, j'ai tellement d'angoisse que je vais pas pouvoir y aller. On a travaillé ça et elle est partie et elle était ravie. Donc c'est vraiment dans la continuité. Et puis il y a l'avant, il y a le pendant le voyage et puis il y a l'après. Voilà, comme je disais, il y a les réajustements qu'on peut avoir en termes de soins, il y a la continuité, la communication, le livret, le retour qu'on fait, les échanges entre résidents qui sont déjà partis, le retour avec la famille. Voilà, c'est vraiment, ça s'inscrit, de toute façon, ce projet de voyage, ça s'inscrit complètement dans le projet d'accompagnement du résident. Cette idée d'avoir besoin de la vie du résident, de sa famille, d'être dans la communication, d'être dans l'échange, d'être dans le partage, elle y était déjà. Après, c'est vrai que maintenant, voilà, les recommandations nous demandent de formaliser ce projet d'accompagnement. Donc, on formalise par un référencement aide-soignant, par une réunion de synthèse. On se réunit autour de la table à un instant T, on discute du résident et après, on rédige ses objectifs et on en rend compte au résident, on en discute avec lui et avec sa famille. Donc, c'est plutôt cet aspect de formalisation qui est nouveau du fait des recommandations qui ont évolué. Mais je crois quand même que l'idée d'accompagnement et de respect de l'accompagnement du résident, de respect de ses besoins, c'était déjà présent. Voilà, les aides-soignantes, elles sont formées à la pyramide des besoins. Donc il y avait déjà cette idée quand même d'être dans de l'individualisation de l'accompagnement. C'est du travail du quotidien. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut reposer les choses. On ne fait pas des toilettes en suivant les chambres, on essaie de réfléchir. On est censé respecter les habitudes de vie. Donc, Madame Machin qui aime bien rester au lit, on va peut-être pas aller la faire en suivant Madame Bidule à 7h30 parce que ça ne correspond pas à son rythme. Mais ça, c'est du travail du quotidien parce que quand on a 15 toilettes à faire dans la matinée, c'est tellement plus facile de faire les chambres à la suite. On est dans le soin, on ne voit plus la personne. Donc ça, c'est sûr que on est là. Je pense que les métiers comme les miens sont là aussi pour, à un moment donné, pour permettre aux soignants qui sont dans un soin technique quotidiennement Léo disait hier, faire un pas de côté pour voir un petit peu la situation dans laquelle on est. Mais c'est du travail du quotidien. Moi, la semaine dernière, je croise 2 collègues aides-soignantes qui, à 2 bouts du couloir, la couche pour Madame Machin, c'est telle couleur. Bon, non. Il faut pas. C'est pas. Déjà, on n'appelle pas ça une couche, on appelle ça une protection. Et puis on crie pas d'un bout à l'autre du couloir. Enfin voilà. Donc c'est du travail du quotidien, c'est de la vigilance du quotidien. Mais effectivement, on est dans une démarche avec des formations où on replace vraiment le résident au centre, où on essaie d'évoluer dans ce soin-là. Mais on a encore besoin d'évoluer, on a encore besoin de s'améliorer pour que ce lieu de soins soit quand même en grande partie un lieu de vie avant d'être un lieu de soins. Alors les soins sont nécessaires, mais voilà, quel est le juste milieu, quelle est la place du soin? Et puis surtout, on dit aux résidents, c'est votre dernier lieu de vie, c'est chez vous, mais c'est chez vous dans les limites de l'institution. Donc comment on va faire que ces limites, elles vont être les plus fines possibles, les moins palpables possibles, pour qu'effectivement le résident, pour qu'il soit dans la vie, il faut qu'il se sente chez lui. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop de soins, il ne faut pas qu'il y ait une protection devant chaque porte. Et puis il faut qu'on essaie de trouver les soignants parce que s'il n'y a personne dans les couloirs, effectivement, on se demande où est la vie, quoi. Donc, mais c'est du travail du quotidien. Bon, moi je travaille avec des aides-soignantes qui sont en fin de carrière et puis des aides-soignantes qui sont jeunes diplômées et puis d'autres qui sont entre les deux. Donc je ne pense pas que ce soit lié à leur âge, parce qu'elles ont évolué, elles font des formations tout au long de leur carrière et elles sont en capacité de se remettre en question. Mais par contre, effectivement, le rythme de l'institution, à un moment donné, on est un peu noyé, quoi. Et quand on est noyé, qu'on a moins de repères, on est en mode un peu automate et c'est là qu'on perd le côté humain et c'est là qu'on rentre dans quelque chose de plus robotique et de plus dangereux pour le coup pour la vie de l'institution et pour l'humain et l'individu.
J'ai la chance d'avoir une collaboration quand même avec la cadre de santé. C'est elle qui va être garante de la sécurité, de la mise en œuvre de certains projets. Et voilà, après on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, c'est sûr. C'est du quotidien, c'est par moments un peu de découragement, ça c'est sûr. Il faut aller chercher l'énergie ailleurs et bon, mais voilà, faire une formation, un colloque, se retrouver entre collègues pour un temps d'échange tous les 2 mois. Voilà, ça c'est un petit peu ce qui va permettre de sortir la tête de l'eau et de garder l'énergie voilà, pour ces petits combats du quotidien. Après, c'est une relation de confiance avec l'équipe aussi. Sur cet établissement-là, ça fait 4 ans et demi que j'y suis. Donc ça s'est pas fait, voilà, c'est pas la première semaine, je suis arrivée avec mes gros sabots. Maintenant, je m'autorise à leur dire des choses, effectivement, ou de les interpeller, les questionner sur des choses, parce qu'il y a une relation de confiance. Et même elles, j'ai régulièrement des collègues qui viennent me voir et qui me disent, bon, voilà, je suis en difficulté avec tel ou tel résident, ça me questionne, est-ce que c'est moi, j'ai des collègues qui le sont moins, pourquoi on en discute et c'est comme ça qu'on avance. Donc, et je crois que s'il n'y avait pas la confiance derrière, elles ne s'autoriseraient pas à venir me voir parce que voilà, c'est quand même leur être soignant qu'elles questionnent là-dedans. Donc voilà, c'est quand même beaucoup de confiance. Après, c'est beaucoup d'énergie au quotidien, oui, ça c'est sûr. Il faut se reposer sur l'équipe, sur les différents corps de métier. Il y a des temps de transmission, donc on discute. Il y a des temps de réunion, voilà, on peut discuter sur des situations. Et puis il y a aussi un temps où à un moment donné, il faut faire venir, en l'occurrence, un psychologue extérieur, parce que je ne peux pas être au four et au moulin, hein, je fais partie de l'équipe. Il y a un moment où voilà, il faut un regard extérieur et régulièrement, alors c'est pas forcément ritualisé, mais quand on sent un besoin de l'équipe, on fait venir une psychologue. Voilà, on a des conventions avec le réseau et on fait venir un psychologue extérieur et voilà, ça permet d'offrir un espace d'écoute, un espace d'échange pour une prise de recul qui va être nécessaire à un moment donné. Et aussi pour s'autoriser à dire que peut-être il y a des jours c'est compliqué, il y a des jours c'est difficile. Et je pense que tous ces petits lieux d'échange, ils sont importants parce que on peut devenir maltraitant quand on n'a pas le recul, on n'a plus le recul sur les situations. Et puis quand on n'est pas en capacité d'exprimer ses difficultés. Donc tous ces lieux d'échange, ils sont là aussi pour favoriser la parole de chacun et leur dire, bon, vous en êtes où, est-ce qu'il y a un souci ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous questionne ? Est-ce que vous voulez aborder une situation ? Et on en parle et on essaie d'avancer. Et puis des fois ça n'aboutit pas, donc il nous faut l'aide de quelqu'un d'autre, mais dans la grande majorité des cas, voilà, on arrive à désamorcer des choses aussi. Il y a la partie aussi avec les familles, où ça c'est porteur de conflit quand même. Il y a des fois où on rentre dans des situations très conflictuelles avec les familles parce qu'on n'a pas désamorcé à temps et on n'a pas favorisé l'échange, on n'a pas favorisé l'écoute suffisamment tôt et on peut s'enliser un peu dans certaines situations. Donc on essaie d'éviter ça et les familles c'est pareil, on les reçoit très régulièrement. Donc on se donne rendez-vous dans le cadre du projet d'accompagnement de leurs parents tous les ans, mais c'est aussi des fois prendre rendez-vous avec une famille parce qu'on a lu telle ou telle transmission ou qu'un soignant nous a rapporter telle ou telle discussion avec la famille et qu'on se dit, bon là, il faut les rencontrer. Il faut désamorcer, il faut se mettre autour d'une table et il faut discuter. Donc ça, c'est très important. Dans l'immédiat, je ne fais pas un temps de supervision avec un psychologue, mais par contre, j'ai un groupe avec des psychologues qui travaillent sur le même territoire que moi, soit en hôpital, soit également en EHPAD, et on se donne rendez-vous tous les 2 mois, pendant 1h30, 2 heures. Et là, c'est l'occasion de pouvoir, éventuellement, on arrive avec quelque chose en tête qui nous questionne, qui nous pose souci, qu'on veut débattre, qu'on veut questionner ensemble. Donc ça, c'est un rendez-vous qui est important. Après, c'est des collègues à tout moment moi, il y a 15 jours, j'étais en difficulté avec une résidente. J'arrivais pas à décortiquer ce qu'elle me disait. J'ai appelé une collègue, j'ai dit voilà, la dame elle me dit ça, je sais pas, j'arrive pas à faire la part des choses, qu'est-ce que t'en penses ? Et on en a discuté, et voilà, après je travaille avec les médecins, c'est pas toujours évident, mais ça permet aussi à un moment donné peut-être
de questionner leur point de vue à eux aussi et de discuter. Après, je pense que c'est là aussi, prendre soin de soi, c'est du travail du quotidien, c'est essayer d'avoir du recul. Moi, j'ai pris soin de moi il y a 4 ans quand j'ai quitté la structure dans laquelle j'étais avant parce que j'avais fait le tour de la question et j'étais en train de m'épuiser avec de l'énergie que j'avais plus pour cet établissement-là parce que, à un moment donné, j'avais plus l'énergie, je sentais que j'apportais plus rien dans cette structure, il n'y avait pas de projet qui me dynamisait et j'ai cherché ailleurs parce que je me suis dit que j'étais plus une bonne psychologue, quoi. Je faisais plus mon métier correctement et voilà. Mais pour rester lucide comme ça, il faut quitter son établissement de temps en temps. Alors pas forcément le quitter définitivement, mais ne serait-ce que au travers de temps. Moi, c'est vrai que j'aime bien aller dans des colloques, des choses. C'est 1 ou 2 jours, mais j'ai vraiment l'impression de me ressourcer parce que on discute avec des collègues, on se rend compte que les problématiques ne sont pas si éloignées. Et puis, pour moi, c'est un bol d'air, quoi. Ça me ressource pendant 2-3 jours et je reviens d'attaque dans la structure. On fait un compte-rendu à chaque rencontre, donc que chacune a en sa possession. Après, on essaie en amont d'une rencontre suivante, on se dit sur quoi, si personne a de choses à aborder, sur quoi on peut travailler. Donc c'est vrai qu'on a du temps où on mettait chacune dans nos établissements en place les projets d'accompagnement, etc. Il y a un jour où on s'est dit on a besoin d'en parler parce que comment tu fais chez toi, comment ça se passe, quelles sont tes difficultés, moi j'ai telle difficulté, est-ce que c'est les mêmes? On arrive à échanger effectivement. On a travaillé comme on est amené, il y a certaines collègues qui sont sur l'hôpital gériatrique de Saint-Sevé, on a beaucoup de résidents qui arrivent de l'hôpital. Donc on a travaillé une fiche de liaison qu'on se transmet parce qu'effectivement le résident il arrive avec un compte-rendu très médical, mais le versant psychologique, il est minime. Hein. Des fois, on a une vague évaluation cognitive, on a un score sur une échelle de l'humeur, mais on n'a rien d'autre. Donc on a travaillé une fiche de liaison pour améliorer un petit peu la communication. On s'appelle si besoin en plus. On essaie quand même d'être dans du concret. Il y a des situations bien précises, on a pu y revenir dessus 2-3 fois. Parce que à un instant T, on a débattu de telle situation sur tel résident, et puis 3 mois après, la situation a évolué. Donc on avait discuté de ça la dernière fois, on en est où aujourd'hui? Moi j'ai besoin qu'on en rediscute. Effectivement, c'est important de garder une trace et de pouvoir, dans le temps, en rediscuter. On voulait faire quelque chose de ce temps-là, donc faire quelque chose effectivement sur le plan de l'échange, sur des situations, c'est nécessaire, mais on a eu besoin de travailler des outils à un moment donné. Dans le groupe, on n'a pas toute la même formation, on est psychologue, mais on n'a pas toute la même formation. Il y en a qui sont neuropsychologues, il y en a qui sont gérontaux, donc chacune, les neuropsys nous ont fait à un moment donné 2 séances pour qu'on se remette un peu à niveau sur l'utilisation des tests de base qu'on utilise tous en EHPAD ou en hôpital. C'est comment on va chacune s'apporter quelque chose, se nourrir des compétences des uns des autres et échanger. J'ai une formation en psychologie de la santé, donc je ne suis pas spécialisée dans le milieu de la gérontologie. Donc la psychologie de la santé, c'est une formation autour notamment de l'accompagnement des maladies chroniques. L'adaptation au stress lié à une maladie chronique, tout ça. Donc après, moi j'ai été diplômée en cours de plan Alzheimer, donc effectivement il y avait de l'argent dans les EHPAD pour embaucher des psychologues, puisque moi au début où j'ai commencé à travailler, il y avait très peu de psychologues dans les EHPAD, et encore moins à temps plein. Donc c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée en EHPAD, avec la réflexion derrière de me dire que j'aurais peut-être plus de choses à apporter en début de carrière que, je dis souvent en rigolant qu'à 55 ans, quand je serai en pleine projection moi-même sur mon devenir en maison de retraite, je me dis que là, entre 25 et 35 ans, c'est quand même... j'ai l'énergie en tout cas, j'ai l'impression d'avoir l'énergie nécessaire pour travailler dans ce milieu-là. Donc c'est comme ça que je m'y suis retrouvée. Et pour l'instant, j'y suis bien, il y a des projets, il y a des choses qui me dynamisent, il y a un travail d'équipe qui m'intéresse à l'heure actuelle. J'ai pas envie de me retrouver toute seule dans un cabinet libéral. C'est pas ma conviction à l'heure actuelle, ça le sera peut-être dans quelques années, mais ce travail en collaboration avec l'équipe à l'heure actuelle, il me nourrit beaucoup et il est très important pour moi.